Être en question comme je l'ai fait me paraissait dépasser l'événement en fait de la perte de mon Ouais. père. En tout cas, il y a eu un C'est quelque impact. chose, mais- Allez-y, pardonnez-moi. Allez-y. Oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de profondément violent qui se passait, qui me paraissait pas être justifié par le décès de mon père, mais par contre mettre des mots dessus, non, C'était compliqué. j'ai pas su. C'était impossible. J'ai pas été capable du tout de mettre, de pouvoir analyser la situation à ce moment-là. Mhm. En tout cas, ce mal-être, il s'est d'abord traduit par le sentiment d'étouffer à Montréal, où vous viviez à l'époque, qui est pourtant une ville qui a la réputation d'être très agréable à vivre. Vous ressentiez quoi exactement à ce moment-là? Vous étouffiez? Alors j'avais le sentiment c'est comme si en fait je me réveillais d'un rêve. Oui. On peut dire ça un peu comme ça, d'un rêve. Et en fait, ce réveil-là, je me retrouvais dans un cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait, l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas faire les bonnes choses, de ne pas être la bonne personne, que tout ce que je voyais, tout ce que je vivais ne correspondait plus à mes aspirations. Un profond décalage de tout par rapport à moi. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a rien qui allait, quoi. Mhm. Tout partait à volo. Je me sentais pas juste mal sur un point précis dans ma vie, je me sentais mal sur tout. On a l'impression, en vous écoutant, que, et d'ailleurs je crois que c'est ce que vous dites, que vous aviez le sentiment d'être dans un entre-deux, entre le jeune et le vieux, et que vous n'y trouviez pas votre place. C'est ça, effectivement, il y a ça aussi. C'est que, comme je vous disais, j'ai tout remis en question, et en particulier aussi sur un plan professionnel, sur un plan social, c'est-à-dire que les gens que je connaissais, que je fréquentais, qui étaient mes amis, d'un seul coup, je me reconnaissais plus en eux. Mon boulot, j'ai fait une espèce de rejet. J'arrivais plus du tout à trouver du plaisir dans ce que je faisais. Et c'est un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me remette en question? Est-ce qu'il faut que je change de métier? Est-ce qu'il faut que je change de vie? Et effectivement, j'ai le sentiment d'être trop jeune pour considérer que on a fait sa vie et qu'on doit rester là où on a commencé à être. Ouais. Et en même temps trop vieux pour pouvoir se permettre de recommencer quelque chose de nouveau. Mhm. On va voir justement Voilà. qu'à partir de ce positionnement, en tout cas, dans lequel vous étiez pas très à l'aise, et qui est arrivé à 41 ans, donc voilà, à cette fameuse quarantaine, vous avez eu un déclic. Vous restez en ligne avec nous, Marc. Nous allons continuer à en parler dans quelques instants. Europe 1. Vous avez 40 ans ou un petit peu plus et vous êtes en pleine crise, venez vous aussi nous raconter comment ça se passe, le standard d'Europe 1 39 21. Olivier Delacroix sur Europe 1. La vie secrète des écrivains, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Cette histoire commence il y a 20 ans, par un secret enfoui dans une île de la Méditerranée. Cette histoire commence il y a 3 jours, par l'irruption d'une jeune femme prête à tout pour faire éclater la vérité. Cette histoire commence aujourd'hui, dans la tête d'un écrivain qui ne voulait plus écrire. Cette histoire débutera lorsque vous lirez les premières pages de La vie secrète des écrivains, le nouveau roman de Guillaume Musso, aux éditions Calman Lévy. Si vous êtes de ceux qui aiment se simplifier la vie, les jours plus simples d'Acia, du 6 au 13 avril, sont faits pour vous. Sandero à partir de 3 € par jour, soit 90 € par mois, avec 5 ans d'entretien offert. La nouvelle série limitée Techrode et ses équipements utiles, système multimédia avec navigation, caméra et radar de recul, climatisation automatique. Les jours plus simples, c'est pas compliqué, c'est plus simple. LLD 61 mois, 60 000 km, réservé aux particuliers pour toute Dacia neuve du 1er au 30 avril, si accordiaque, voir dacia.fr. Dans la lutte contre le virus du sida, la recherche et l'accompagnement ont fait tellement de progrès qu'on finit par penser qu'il a disparu, que c'est un problème réglé. Mais il infecte encore 6 000 personnes par an en France. Et l'oublier le rend encore plus dangereux. Alors n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner au 110 ou sur sidaction.org. Posez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Comment avez-vous réussi à traverser votre crise de la quarantaine? Si vous l'avez vécu, par quoi êtes-vous en train de passer? On vous écoute sur Europe 1. Et nous sommes toujours en ligne avec Marc qui nous expliquait qu'à l'aube de ses 41 ans, ce sentiment de n'être plus tout à fait jeune, mais peut-être de n'être plus tout à fait, même aussi déjà un vieux, l'avait mis dans cette position de ne plus savoir vraiment où il pouvait se positionner.
et que cette crise de la quarantaine, une espèce de fantasme, de légende pour lui, eh bien l'avait frappé de plein fouet. Votre travail, Marc, vous étouffait, vous avez donc radicalement changé de vie à ce moment-là, vous êtes devenu facteur. Pourquoi ce choix? Que cherchiez-vous et que faisiez-vous à Montréal avant de devenir facteur? Alors en fait, vous avez fait un petit raccourci, ça s'est pas passé aussi rapidement. Alors en fait, racontez-moi comment ça s'est passé. Voilà, en fait, ça s'est passé sur quasiment les 10 années en fait. Hein. Oui. Dans mon cas, la crise de la quarantaine a quasiment duré d'une dizaine d'années. C'est qu'effectivement, suite à ce mal-être-là, où j'avais le sentiment que plus rien n'allait, que où je ne trouvais pas ma place, j'ai eu besoin de changer complètement quelque chose, peu importe quoi, mais il fallait que je change. Et ça a été par un déménagement où j'ai tout laissé, mon appartement. J'avais une vie sympa, confortable. Je travaillais dans la communication, enfin la publicité, etc. Et j'ai tout vendu et je suis revenu en France, dans la maison en fait familiale. En fait, c'est là où je suis actuellement, sur l'île d'Oléron. Et pourquoi ce choix? Que cherchez-vous d'abord dans ce retour à la maison? Il fallait que je change. Il fallait que je change quelque chose, quelque chose que je puisse, qui soit perceptible, si vous voulez, qui soit radicalement différent de ce que je vivais jusque-là. C'est-à-dire que je suis passé d'une grande ville, effectivement Montréal, à l'étranger qui plus est, un climat différent, à une petite île où il y a beaucoup de monde en été, mais où j'habite là, il n'y a personne. Un retour aux racines? Un retour aux racines aussi? Oui, oui, je pense que ça c'est plus lié, par contre, moins à la crise de la quarantaine, peut-être plus à la perte de mes parents en fait. Ça, je pense que c'est plus lié à ça. Donc la première étape, ça a été ça, c'est ce déménagement, ce changement de vie. Qui lié aussi également à la vie sociale, puisqu'effectivement tous les gens que je connaissais, je les ai laissés, on va dire, et puis faire de nouveaux amis ici. Et puis dans un second temps, une fois ici, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier. J'avais plus la passion, voilà, ça aussi, ça a été le deuxième élément qu'il a fallu que je change radicalement. Et comme vous l'avez dit, pendant 2 ans, je suis devenu facteur. Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis passé d'un métier très impliquant, 24 heures sur 24, à quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a une fois qu'on finit son boulot, on rentre chez soi, on est tranquille, on n'a pas grand-chose à penser qu'à faire son jardinage. Voilà. Bon. Et ça m'a fait du bien, en fait. Justement, pendant tout ce temps-là, est-ce que les doutes, est-ce que la réflexion persistait? Comment vous vous sentiez? Alors, il y a eu un moment donné où effectivement, peut-être, je dirais, au milieu de cette dizaine d'années, où j'ai commencé à repenser à la vision que j'avais de la fameuse crise de la quarantaine et où j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne serais pas en plein dans ça, ce qui me faisait un peu rigoler, ce que je prenais un petit peu à la rigolade et pas très au sérieux auparavant. Oui. Est-ce que finalement, c'était pas ce que j'étais en train de vivre. Bon, c'est vrai que au moment où j'ai déménagé juste avant, j'ai fait un burn-out, comme on dit, hein, parce que je me réfugiais dans mon boulot. Oui. Et ça a été un épuisement professionnel, donc j'ai vu une psy qui m'a effectivement fait comprendre que c'était peut-être un moment de vie qui était charnière pour beaucoup de gens et que moi je le vivais de façon peut-être plus intense que d'autres et que ça se concrétisait par ces remises en question surtout. Alors durant cette période, je sais que votre compagnon lui n'a pas changé. Il comprenait ce que vous traversiez. Ça a été un soutien indéfectible pour vous? Ça a été c'est la seule chose que je n'ai pas eu à remettre en doute, ça a été ma vie sentimentale, ma vie de couple, ma vie sentimentale, et j'en suis tout à fait content parce que ça aurait été une catastrophe pour moi effectivement. Et oui, il a toujours été à mes côtés. Il a été très très malheureux au début quand il a vu que je sombrais comme ça, que j'étais mal partout tout le temps. Ça a été dur pour lui parce que il y avait aussi une forme d'agressivité envers tout, et envers lui aussi. Mais il a toujours été présent quand je lui ai dit que j'avais besoin de repartir, de quitter le Canada et d'aller en France. Bon, au début, c'était un peu compliqué pour lui parce que lui, professionnellement, ça allait bien. Oui, ça l'impliquait. Mais il a dit on y va. Ok, on y va. Aujourd'hui, cette crise, ces doutes, est-ce que c'est derrière vous? Vous n'avez plus aucun regret par rapport à cette période? Alors, je n'ai strictement aucun regret. D'accord. Quelque part, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais j'ai peut-être une certaine fierté, on va dire, d'avoir réussi malgré tout ce que j'ai vécu,
qui a été quand même douloureux, qui a été quand même difficile. J'ai une certaine fierté finalement d'avoir réussi à passer à travers, et puis surtout d'avoir identifié, même si c'est tardivement et en cours de route, d'avoir identifié que ce que je vivais n'était pas forcément quelque chose qui était unique, qu'il y a que moi qui vivais ça, et que c'était pas moi qui perdais la raison ou quoi que ce soit, et qu'effectivement, il y avait des choses que certaines personnes arrivent plus facilement à des étapes que certaines personnes arrivent à franchir plus facilement que d'autres, et que moi, pour des raisons XY, peut-être une hypersensibilité, ou voilà, moi, j'avais pas réussi. Mais pour moi, c'est pas un échec. Que cela n'arrivait pas qu'aux autres. En tout cas, pour parler de cette crise, vous avez fait une vidéo où vous vous racontez dedans. D'ailleurs, en voici un extrait. Ce qui est difficile dans la crise de la quarantaine, c'est que tu te mets à douter de toi-même sur tout. Quoi? Mais tu crois que c'est parce que j'ai 3 bacs, 5 licences et 2 masters, que je suis directeur du service marketing chez Rutherford Spurs à 6 000 € par mois, que c'est parce que j'ai une femme top modèle, une maîtresse top modèle, un cheval top modèle et une Mercedes AMG GT 510 chevaux à 180 000 € que j'ai réussi ma vie? J'ai même pas de Rolex. Je suis malheureux. Pourquoi avoir fait le choix d'en parler avec humour de ce mauvais passage et quels conseils vous donneriez aux personnes qui traversent ce que vous avez vécu? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment de conseils à donner, ou en tout cas, moi, je ne me sens pas forcément légitime pour donner des conseils, parce que je ne suis pas persuadé, comme ça a été en tout cas mon cas, que c'est quelque chose qu'on identifie quand ça nous arrive. Moi, je l'ai vécu de façon très violente. Je pense qu'il y a des gens qui le vivent de façon beaucoup moins violente, voire... justement mon ami qui l'a pas vécu, la crise de la quarantaine. Ouais. Il sait pas ce que c'est, quoi. Donc ouais, je sais pas s'il y a réellement des conseils à donner. Le seul truc que je pourrais dire, c'est la crise de la quarantaine. Je sais pas si c'est vraiment à 40 ans. Je pense que ça peut arriver plus tôt, ça peut arriver à 50 ans ou un peu plus tard. Ouais. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que quand on sent qu'on a un besoin de changer, qu'on a un besoin de changement, quand on se sent pas forcément à sa place, qu'on a l'impression qu'on n'est pas légitime, il faut essayer de prendre un peu de recul, d'essayer de voir pourquoi, et de toute façon, il faut, quand c'est possible, s'écouter. Ce que l'on retiendra, en tout cas, de ce témoignage, c'est qu'à un moment, vous avez décidé de donner du sens à votre vie, et que vous avez pris le temps de vous arrêter et de faire un véritable choix de vie. Pour cela, merci beaucoup pour votre appel et votre